Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, coup d'envoi de l'opération Marhaba. Marhaba souffle cette année sa 21e bougie à l'initiative de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette opération multidimensionnelle englobe un ensemble de dispositifs pour accueillir et accompagner dans des conditions optimales les flux importants de Marocains résidant à l'étranger pour leur retour au Maroc pendant la période estivale. Et d'ailleurs, le 10 août prochain coïncide avec la célébration de la Journée nationale des MRE. Après 2 années de dispositifs exceptionnels, l'opération Marhaba revient avec des nouveautés, une mobilisation accrue afin de répondre au mieux aux besoins de notre diaspora. Quelles sont les prévisions pour cette campagne 2022 ? Quelles sont les dispositions mises en œuvre par la Fondation Mohamed V pour la solidarité? Quelles sont les nouveautés et quels moyens débloquer pour les remplir? Sana Dardir, directrice de la communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité, répondra à nos questions. Plusieurs parties prenantes s'engagent à réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette opération Marhaba 2022. 2 d'entre elles seront représentées sur ce plateau ce soir. Il s'agit du port Tanger-Med et de l'Office national des aéroports. Comment ces 2 institutions se sont-elles préparées à accueillir le flux massif de MRE? Réponse donc en seconde partie de l'émission. Mais avant, j'accueille pour représenter la Fondation Mohamed V pour la solidarité, Sana Dardir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de l'opération Marhaba 2022, il y a bien sûr l'opération Marhaba qui ne s'est pas arrêtée malgré ces 2 années inédites que sont 2020 et 2021. Si on rappelait un peu le bilan de ces 2 opérations inédites exceptionnelles. Donc oui, effectivement, malgré le contexte de la pandémie, qui était assez inédit et exceptionnel, l'opération Marhaba a quand même été maintenue pendant les 2 dernières années, donc 2020 et 2021, dans le cadre en fait de dispositifs d'accueil exceptionnels, parce que nous les avons menés, nous avons été sur le terrain. Et évidemment, cela rentre dans le cadre du travail humanitaire de la Fondation. Le retour de nos compatriotes qui résident à l'étranger s'est fait, mais dans des conditions assez particulières. D'abord, ça s'est fait lorsqu'il y a eu l'ouverture exceptionnelle des frontières le 15 juillet en 2020 et le 15 juin en 2021. Et donc tout de suite, nous avons été sur le terrain en 2020 dans une configuration quand même assez limitée, mais qui nous a quand même permis d'accueillir à peu près 150 000 Marocains résidant à l'étranger qui devaient rejoindre le territoire national pour diverses raisons. Donc, le dispositif d'accueil a quand même été mis en place donc, au Maroc et à certains points à l'étranger, notamment en France et en Italie. Et en 2021, évidemment, avec l'amélioration des conditions épidémiologiques et de la sécurité sanitaire au niveau du Maroc, mais également au niveau du monde. Donc il y a eu un dispositif exceptionnel. Et exceptionnel aussi, à juste titre, parce que Sa Majesté le roi Mohamed Sadis Lansoro a donné ses instructions pour que des mesures exceptionnelles soient également mises en place afin de faciliter le retour. Donc juste pour rappel, il y a une tarification inédite au niveau de la billetterie, donc au niveau de l'aérien et du transport par bateau, donc des tarifs, que ce soit en individuel ou en famille, qui n'ont jamais été atteints, avec également un dispositif d'accompagnement de proximité, puisque, par exemple, pour la première fois, la présence des assistantes sociales a été programmée, mise en place à bord des navires qui faisaient la traversée entre le Maroc, l'Italie et la France. Donc, juste pour rappel, la mise en place de l'Espagne n'est pas rentrée du transit via l'Espagne, n'a pas été programmée en 2021. Et c'est ce qui fait aussi le caractère spécial de l'édition de cette année. Donc pour l'année dernière, mesures exceptionnelles, dispositifs exceptionnels d'accueil, avec un retour de nos compatriotes qui a quand même atteint pratiquement 1,6 million, avec également une mobilisation de la santé au niveau des bateaux, parce qu'évidemment, il y avait toujours un risque. Donc la sécurité sanitaire était de mise, et une présence aussi sur le terrain, au niveau des ports, des services consulaires du ministère des Affaires étrangères. Donc tout ça pour vraiment faciliter au maximum la traversée, les formalités administratives et bien évidemment le contrôle sanitaire donc à bord des navires. Et si on revenait un peu plus tôt, donc en 2019,
Donc flux normal, parce que hors pandémie, c'était juste avant la pandémie. Est-ce que vous avez des projections par rapport au flux de 2019 pour les prévisions là, de 2022? En fait, c'est difficile de faire des projections, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2019, le flux était exceptionnel également. On avait atteint pratiquement 3 millions d'arrivées donc, sur le territoire national, donc des différents pays où résident les Marocains résidant à l'étranger. Avec évidemment des pics, bien évidemment, sur les différentes périodes de l'opération qui s'étalaient normalement donc du 5 juin au 15 septembre. Cette année, donc on pense retrouver un petit peu le même rythme puisque nous allons ouvrir les points de transit avec l'Espagne, sachant aussi que, on va dire, peut-être 80% du trafic par voiture se fait à travers les points de transit espagnols. Mmh. Donc on va retrouver un petit peu effectivement la même fréquence ou les mêmes, en tout cas, volumes d'affluence. Mais cette année, c'est quand même assez spécial. Ça fait 2 années que les retours ont quand même été revus à la baisse et que justement, j'imagine que les prévisions pour les vacances, pour la fête de l'Aïd, pour les retrouvailles familiales seront assez importantes cette année. Alors, certes, le flux sera certainement important et on s'en réjouit ici au Maroc, mais aussi pour notre communauté de Marocains, de notre diaspora à l'étranger. Alors, pour période exceptionnelle, mesure exceptionnelle, que sont les nouveautés cette année, Sana Dardir? Nous connaissons bien sûr, à travers, depuis 2001, le lancement de cette opération Marhaba par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf aussi pour cette Marhaba 2022? Je voudrais juste préciser un petit point. En fait, le dispositif d'accueil des résidents marocains à l'étranger a commencé bien avant 1999, mais c'était dans un cadre assez particulier. Il y avait la Fondation Hassan II qui, justement, s'occupait pour l'accueil des personnes en situation de handicap ou certaines familles. Donc, l'accueil a toujours été là. Mais c'est vrai que à la création de la Fondation et sur instruction de Sa Majesté l'Ansro, un dispositif particulier a été mis en place à travers des espaces d'accueil qui ont été activés aussi bien au Maroc, mais également à l'étranger, donc là où il y a les points de transit. Mais la particularité en fait de ce dispositif réside dans le fait que des prestations d'accompagnement à la fois social et médical ont été mises en place, donc à travers l'intervention de la Fondation. La Fondation qui est partie prenante de l'opération avec tous les intervenants qui interviennent, donc les départements publics, les ministères, les partenaires à la fois donc, publics et privés. Mais la Fondation, quelque part, coordonne un petit peu l'opération et en fronte au niveau donc, de l'accueil des Marocains résidant à l'étranger. Donc des prestations d'accompagnement social pour tout ce qui est formalité administrative, ou autres transports, etc. La prise en charge médicale quand il y a des imprévus, des situations d'urgence, des soins de première nécessité qu'il faut administrer aux familles, mais surtout, et c'est là aussi où réside la force de l'intervention de la Fondation grâce justement à la présence et aux directives de Sa Majesté l'Ansro, c'est que dès qu'il y a une situation de crise qui a lieu à l'étranger en particulier, eh bien la Fondation a cette capacité de mobiliser à la fois les moyens humains, logistiques et financiers rapidement pour que ces situations soient prises en charge et que les familles, que les membres de la communauté soient prises en charge de bout en bout, que ce soit pour les soins, le transport également. Des fois, ce sont des avions qui ont été affrétés ou bien vraiment dans des situations un petit peu difficiles, la prise en charge en urgence au niveau des unités hospitalières, donc au niveau des pays de résidence. Donc, si on revenait par exemple aux nouveautés, c'est bien de rappeler aussi tout ce qui a été fait, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf pour 2022 ? Alors justement, cette année, et sur instruction de Sa Majesté, le dispositif d'accueil a été élargi, donc il y a plus de points d'accueil, plus d'espaces d'accueil, en particulier au niveau du sol marocain. Donc il y a une aire de repos qui a été mise en place, une nouvelle aire de repos de bout en bout, donc au niveau de Smir,
juste après le point de transit de Bab Sebta, parce que justement on s'est rendu compte au niveau des années précédentes qu'il y avait un besoin de prise en charge tout de suite à l'arrivée, donc après Bab Sebta, et également au niveau de l'aéroport de Rabat-Salé, où nous avons constaté ces dernières années donc une augmentation des volumes d'arrivée au niveau de l'aéroport, avec évidemment la mise en place des mêmes prestations d'accompagnement, donc la présence des assistantes sociales pour tout ce qui est aide, soutien, formalités administratives, et la présence d'équipes médicales pour tout ce qui est prise en charge des soins. Et évidemment, cette année encore, la présence des assistantes sociales à bord des navires long courrier, donc entre le Maroc, la France et l'Italie. Alors, quand vous parlez des acteurs impliqués, vous avez évoqué tout à l'heure toutes les parties prenantes. Et la Fondation Mohamed VI pour la solidarité est un peu aussi un fédérateur, hein, n'est-ce pas, de toutes ces parties prenantes, parce que finalement, ça s'imbrique pour faire que l'opération soit une réussite. Déjà, quels sont ces acteurs? Si on peut peut-être les énumérer, nous allons en recevoir deux en seconde partie de l'émission. Vous avez parlé de l'aéroport de Rabat. Son directeur sera parmi nous pour représenter l'Office national des aéroports, mais aussi TMSA, parce que c'est là les principales portes d'entrée aéroportuaires et portuaires. Absolument. Mais là, quel travail de coordination fait la Fondation Mohamed VI à Agadir? Alors, ce travail de coordination a été dévolu à la Fondation de par la nature de son activité. Donc, une fondation qui intervient sur le terrain à travers le soutien, le travail humanitaire. Donc, et c'est ce qui donne justement ce côté inédit à l'opération, c'est qu'il y a cette dimension humanitaire, humaine, une dimension aussi de proximité. Donc à travers la présence de la Fondation sur le terrain et l'activation, comme je vous ai dit, des prestations sociales et médicales. Donc qui dit les prestations sociales, la présence des assistantes sociales se fait à travers justement la Direction générale des services sociaux qui relève des forces armées royales. Donc c'est quand même des effectifs importants qui sont mis en place. Donc tout ça doit être coordonné avec cette direction. La prise en charge médicale se fait également en coordination avec le ministère de la Santé, puisque ce sont quand même pratiquement 200 à 300 effectifs, que ce soit les médecins ou le personnel paramédical qui est mis en place. Et la coordination, elle se fait essentiellement lorsqu'il s'agit d'accompagner, par exemple, les familles dans des cas de prise en charge qui sont liés au service de la douane. Donc là, la coordination se fait avec la direction des impôts et de la douane. Quand il s'agit de transport, c'est avec soit la direction marchande, soit avec le ministère de l'équipement et des transports publics. Quand il s'agit de coordonner en amont l'opération, donc il y a une coordination à la fois nationale qui se fait à travers le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie nationale, enfin vraiment toutes les parties prenantes, hein, que ce soit lié au niveau des prestations ou de l'intervention. Ça prend du temps à préparer une opération Marhaba? Oui, absolument, surtout qu'il y a la coordination à effectuer avec les parties prenantes internationales. Donc déjà au niveau national, les préparations commencent bien avant, peut-être en N-1 pour tout ce qui est planification. Et puis 2-3 mois, c'est là où vraiment tout est bien calé, tout est bien organisé. Et les effectifs sont déjà affectés. Nous savons où nous irons, quelles sont les prestations, de même pour les partenaires. Et surtout, la mise en place des mesures qui doivent être prises sur instruction, évidemment, de Sa Majesté, avec la facilitation des procédures, la facilitation des dispositions qui sont établies, que ce soit au niveau, par exemple, de la douane. Donc, hier, de nouvelles mesures ont été annoncées par rapport aux procédures douanières. Au niveau des services consulaires, donc il y a eu également tout un dispositif, voilà, de tout le process administratif. Donc après chaque intervenant, voilà, chaque intervenant met en place ces mesures qui sont spécifiques, mais la Fondation coordonne tout cela et il y a un élément justement de coordination qui s'appelle le Bureau central de coordination qui est installé au niveau de Rabat et qui fait le suivi chaque jour de l'activité de l'opération, donc la remontée d'informations, la remontée des cas, la remontée des situations aussi d'urgence, de façon à ce que ce soit dispatché au niveau de chaque département ou intervenant. Et justement, pour renforcer davantage cette coordination et l'action sur le terrain, 3 représentants des départements ministériels
de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'équipement du transport sont présents au niveau du Bureau central de coordination, de manière à ce que la réactivité soit rapide et qu'on puisse donc résoudre ou en tout cas accompagner au mieux les familles. Et donc pour cette année, pour l'édition 2022, en tout cas la Fondation a réactivé 23 ou activé au total 23 espaces d'accueil Marhaba, donc à travers la France, l'Italie, donc l'Espagne cette année. Et certains ont également été rénovés. Oui, oui, bien sûr. De toutes les façons, chaque année, tous les espaces sont remis à niveau. Donc, on vérifie toutes les installations, les consommables, les besoins en matière de médicaments, justement, d'eau. Et donc, tout cela est préparé de façon à ce que l'opération se passe dans de bonnes conditions, mais que surtout, dans une fluidité, dans la sécurité, de manière vraiment à accompagner au mieux le retour de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Si on voulait avoir une idée sur le nombre de personnes qui sont mobilisées pour faire tout cela, parce que c'est un travail quand même énorme. Absolument, et surtout sur plusieurs points, que ce soit sur le territoire national, mais aussi à l'étranger. On parle de combien de personnes? Alors, du côté, en tout cas, de l'assistance sociale et médicale à travers les effectifs qui sont déployés par la Fondation, on est à peu près à 1000-1200 personnes qui sont déployées, donc il y a les cadres de la Fondation, les assistances sociales, pratiquement un effectif de 800, avec des roulements évidemment par période, en plus de celles qui sont présentes à bord des navires, ceux qui sont à l'étranger, et puis tout le corps médical qui est présent donc, au niveau des différents points au Maroc. Donc les médecins, les infirmiers, et le cadre paramédical, les ambulanciers. Il y a également les vacataires que la Fondation met en place au niveau des différents points au niveau du Maroc, de façon à renforcer l'intervention et la présence, ou plutôt le travail de proximité qui est cher à la présence humanitaire de la Fondation sur ces différents points. Est-ce que sur la base des 20 opérations, 21 opérations qui sont passées, bien sûr il y a des expériences qui ont permis d'améliorer au maximum les services. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tout est très très bien préparé pour accueillir nos Marocains du monde? En tout cas, tous les moyens humains, logistiques et financiers sont mis en œuvre par rapport à l'opération. Je pense que aussi bien les différentes parties prenantes que la Fondation, nous ne lésinons pas sur les moyens, surtout humains, de façon à ce que nous soyons là, et nous soyons là à répondre, ou en tout cas pour répondre au mieux à chaque demande, à chaque besoin qui émane de la communauté. C'est important pour eux, c'est important. Absolument. Pour cette communauté. La présence humaine. Et puis c'est assez inédit dans le monde, cette opération d'accueil des expatriés, comme on peut les appeler sous d'autres cieux. Mais c'est assez inédit quand même. Il est vrai qu'aucun pays, je pense, au monde n'a, on va dire, en tout cas une communauté qui réside à l'étranger aussi importante, mais surtout une communauté qui revient pendant une période assez particulière donc, à son pays d'origine. Et c'est ce qui fait justement le caractère inédit. Comme je vous ai dit, en 2019, c'était pratiquement 3 millions de Marocains résidents à l'étranger qui sont revenus au Maroc pendant la période. Sur la période estivale. C'est quand même une période assez courte, sur 3 mois. Donc c'est quand même assez particulier. Très bien. Et puis, il faut bien sûr toute une logistique et tout un tas de dispositifs. On va parler des détails des dispositifs dans quelques instants. Merci beaucoup, Sana Derdir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un plaisir de vous avoir accueilli. Restez avec nous. Nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu. Et pour en savoir plus sur les dispositifs pour l'opération Marhaba 2022, à tout de suite. Et donc, pour en savoir davantage sur ces nouvelles mesures de facilitation de l'opération Marhaba 2022, qu'en est-il des portes d'entrée sur les territoires, à savoir donc portuaires et aéroportuaires? C'est ce que nous allons découvrir à présent en compagnie de mes invités. Tout d'abord, pour représenter l'Office national des aéroports, Mohamed Ben Haddouche, directeur de l'aéroport de Rabat Salé. Bonsoir, monsieur Ben Haddouche. Bonsoir, madame. Merci de vous joindre à nous. Marhaba. Je vous en prie, merci. Et par satellite, depuis le port Tangemed, Kamal Khmas, directeur port Tangemed, passager et roulier. Bonsoir Kamal Khmas, merci à vous également de vous joindre à nous par satellite. Bonsoir.
Donc, un dispositif spécial, moyen, renforcé. Si Mohamed Ben Haddouche, quel est le dispositif sur le volet d'abord des ressources humaines? On en parlait il y a quelques instants avec la représentante de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, d'importants dispositifs humains, en l'occurrence, ont été mobilisés. Qu'en est-il pour l'ONDA, pour nos chers aéroports marocains? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et dans le cadre de l'opération Marhaba de cette année, je peux vous dire que tous les aéroports du Royaume sont mobilisés pour garantir un accueil chaleureux pour nos ressortissants marocains. Pour cela, une coordination étroite faite avec tous les intervenants au niveau de l'aéroport, à savoir la Fondation Mohamed V pour la solidarité, la DGSN, la gendarmerie royale, l'autorité locale, la douane et la protection civile. Un plan d'action est déjà établi, dont un plan d'action aéroportuaire dont la mission principale est de garantir à nos ressortissants un passage sûr, rapide, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de qualité de service. C'est important aussi. Donc, concernant les ressources, comme vous savez que le parcours du passager, il débute depuis le parking jusqu'à la porte de l'avion. Donc, toutes les commodités, on les a mis suivant le parcours du passager, depuis le parking avec tout ce qui est chariot à bagages, tout ce qui est chaise roulante tout pour ça, les ça a été PMR. renforcé. C'est-à-dire, ça existe déjà. Ça existe, mais ça a été renforcé. Très bien. Ça a été renforcé. Donc, au niveau du terminal, il y a un contingent d'orientateurs qui sont prêts à aider et à assister toutes les personnes à motricité réduite, toutes les femmes enceintes, toutes les femmes avec enfants, à les soutenir, à les assister. Concernant les comptoirs d'enregistrement, la douane, les guichets de police, qu'on appelle communément les PAF, les postes d'inspection filtrage, les unités médicales d'urgence et le contrôle sanitaire, je peux vous dire que tous ces gens-là, ils ont étoffé leur équipe pour pouvoir assurer un accueil très chaleureux pour nos chers compatriotes. Et puis que ça ne dure pas des heures entre le tarmac de l'aéroport et le parking, comme vous l'avez dit, pour faciliter le flux et fluidifier. Le flux il est très fluidifié pour tout le monde. On va peut-être poser la même question aussi au niveau portuaire, mais avant, bien sûr, nous connaissons, Kamal Khmas, le positionnement de Tangemed, du port Tangemed, en tant que port, n'est-ce pas, de marchandises et son classement qui vient d'être, alhamdoulilah, de porter le drapeau marocain dans ce classement mondial des ports internationaux. Mais quelle est la place qu'occupe Tangemed aujourd'hui en tant que port de transit des émireux vers l'Europe et vice-versa? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, le port Tangemed passager est la première porte entrée des Marocains du monde vers le Maroc. En effet, le port de Tangemed, durant cette campagne 2022, il va accueillir un peu plus de 1,5 million de passagers. Ce chiffre représente à peu près 50% de la part du trafic général maritime qui transite par le détroit de Gibraltar. Effectivement, après ces 2 dernières années marquées par la crise sanitaire, le port Tangemed passager, via sa plateforme, est prêt pour démarrer cette campagne Marhaba 2022 sous la supervision de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et d'accueillir ainsi les Marocains résidant à l'étranger dans les meilleures conditions. Très bien. Alors, puisqu'on parle de conditions, Mohamed Ben Haddouche, les conditions d'accès au territoire? Les conditions d'accès au territoire, ils se résument en 2 points. Et ces conditions, dernièrement, ils ont été allégées au niveau de l'aérien. Donc, les 2 points. Le premier point, c'est qu'il faut avoir un passe vaccinal valide ou bien un test PCR négatif, bien sûr, moins de 72 heures entre la date de prélèvement et la date d'enregistrement. Le deuxième point,
il faut remplir une fiche sanitaire qu'on peut télécharger via le site de l'ONDA, ou bien on peut se la procurer à bord de l'avion. Et ces restrictions ne sont pas valables pour les enfants de moins de 12 ans. Ils sont exemptés. En parlant du site de l'ONDA, vraiment en toute objectivité, je trouve que c'est un site qui est rafraîchi très régulièrement. Exact. Et surtout en période de Covid, on l'a vécu. Il suffisait d'aller sur le site pour trouver toutes les informations possibles. C'était important de le souligner. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle de dispositifs, quels sont les dispositifs prévus pour cette campagne Marhaba 2022 pour vous, Tangemed, pour le port qui, quand même, voit transiter plus d'1 million, 1,5 million de personnes pendant cette période courte de 3 mois, qui est cette période estivale, Monsieur Al-Khamas? Oui, comme à l'habitude, un dispositif spécial est mis en place durant la campagne Marhaba. Donc la flotte maritime qui va être déployée pour les liaisons maritimes Tangemed-Algeciras, qui est le principal axe, qui est un véritable pont maritime, donc est renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport de 40 000 passagers et 10 000 véhicules pendant les jours à fort trafic. Également des navires night ferry avec une capacité quotidienne de 20 000 hebdomadaire de 20 000 passagers et 7 000 voitures seront également mobilisés pour assurer les traversées en longue distance vers l'Espagne, notamment vers le port de Barcelone, l'Italie, le port de Gênes, et la France, les ports de Marseille et Sète. Par rapport aux installations et les services offerts aux passagers, donc le port Tangemed a tiré profit de la période d'arrêt forcé en raison de la pandémie pour apporter les améliorations nécessaires au dispositif d'accueil. Donc, ainsi, une enveloppe de 150 millions de dirhams a été mobilisée pour préparer l'opération de transit de manière à assurer la fluidité et le confort et d'accueillir chaleureusement nos compatriotes. Donc, on a fait tout ça à travers le renforcement des capacités d'accueil, de confort et de contrôle. Donc, ceci a été marqué par l'augmentation de 10 à 16 le nombre de guichets d'estampillage au niveau de la gare maritime pour les passagers piétons et aussi le déploiement de plus de 32 guichets pour les passagers en véhicule. Donc, aussi l'augmentation des espaces désombragés, le renforcement de l'éclairage, l'aménagement aussi des espaces dédiés aux enfants, des parcs de jeux, les espaces verts, ainsi que la mise en place des fontaines à eau potable, de restaurants, des points de renseignement, aussi des installations sanitaires, en plus de l'aménagement d'un espace dédié au contrôle sanitaire aux frontières, vu la situation sanitaire actuelle, et aussi la mise en place d'autres structures de services nécessaires. Bien évidemment, les ressources humaines nécessaires ont également été renforcées pour assurer la réussite de cette opération dans le respect des exigences du contexte sanitaire actuel et aussi la santé publique de nos citoyens, et ce, en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires concernés par cette opération, notamment la DGSN, la gendarmerie, la douane, les forces auxiliaires, le ministère de la Santé, les autorités locales, la protection civile, et sous la coordination globale de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Très bien. Mohamed Ben Haddoujouna, est-ce que vous avez une idée sur les pics d'affluence? Parce que bien sûr, cette opération Marhaba, rappelons-le, elle s'étend du 5 juin, donc elle a déjà commencé, au 15 septembre. Ça fait un peu plus de 3 mois. Alors, est-ce que vous, au niveau de l'ONDA, de l'Office national des aéroports, vous avez une idée sur les pics d'affluence, sur les dates où vraiment il y a
beaucoup de trafic, et notamment aéroportuaire. D'après les prévisions du trafic aérien, les pics qui sont identifiés en général au mois de juillet et août. C'est 2 mois. Est-ce que vous adaptez par rapport à ces prévisions pour répondre justement à ce pic d'affluence? Comment? Bien sûr, il y a des réunions qui s'effectuent la journée J-1 avec tous les intervenants au niveau de la plateforme pour pouvoir bien sûr identifier tous les pics et anticiper toutes les ressources qui peuvent débloquer chaque blocage la journée du lendemain. Alors, aujourd'hui, bien sûr, après 2 ans exceptionnels, avec bien sûr la pandémie, 2022, c'est un peu la reprise, mais pour le tourisme. Et une nouveauté, c'est l'aéroport que vous dirigez, l'aéroport de Rabat, qui accueille aujourd'hui les MRE. Donc, de nouvelles mesures sont prises en compte pour cet aéroport en particulier. Bon, l'aéroport de Rabat-Salé, il est fier d'accueillir pour la première fois la fondation Mohamed V au niveau de la plateforme. Il vient de s'y installer. Donc on va travailler la main dans la main pour bien sûr remédier à tout encombrement et à tout problème qui peut se produire. Parce que qui dit pic, qui dit aussi beaucoup d'avions, ça peut avoir des retards. C'est pour ça que effectivement, la hausse des ressources humaines est très importante, ce que vous avez expliqué au début. Donc ça va de soi pour les ressources, ils sont étoffés à tous les niveaux. Pour l'information concernant tout retard, donc l'ONDA, elle accompagne tous ces passagers lors de leur séjour au niveau de l'aéroport. Par exemple, perte de bagages. En perte de bagages, c'est les compagnies et les handlers qui sont en charge. Au niveau de la livraison bagages, il y a des bureaux qui sont dédiés pour le litige bagages, où ils vont faire leur déclaration en attendant de récupérer leurs bagages. Ce sont les handlers et les compagnies. Pour les autres réclamations Pour les autres réclamations, on a un call center qui est dédié pour ça, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers le numéro 080 224, qui a pour mission principale, c'est de récolter les réclamations des passagers et des clients. Et de remonter l'information pour pouvoir y répondre. Bien sûr, il y a un service dédié à ça. Très bien, mais vous faites bien de le rappeler. Bon, alors, on a parlé des pics, comment vous vous préparez à ces pics d'affluence. Qu'en est-il de Tangemed, Kamal Khmaz? Quelles sont les prévisions pour les pics d'affluence durant cette opération Marhaba? Durant cette opération Marhaba, nous prévoyons une arrivée importante des passagers durant la première semaine du mois de juillet et un départ Maroc massif également à partir du 20 août, avec des pics lors des journées de forte affluence qui va certainement dépasser les 40 000 passagers par jour. Pour cette raison, donc, nous invitons les passagers, donc je profite de l'occasion pour dire que nous invitons les passagers à prendre en considération les prévisions de trafic communiquées par Tangemed Passagers pour programmer leur voyage dans les meilleures conditions. Et nous invitons également les passagers à utiliser l'ensemble des canaux de communication disponibles, et notamment le site web du port passager, l'application mobile Tangemed, les réseaux sociaux du port, la radio Tangemed, afin de rester informés en temps réel sur la programmation de navires, les actualités et la situation du trafic au sein du port. Très bien. Une dernière question, Mohamed Ben Haddouche. Donc on a parlé de tout cela et c'est la question aussi que je vais poser à mon deuxième intervenant. Donc on s'est bien apprêté aujourd'hui, l'opération Marhaba est lancée avec les expériences aussi des autres opérations Marhaba. Je pense que est-ce qu'on est prêt à répondre aux urgences? Parce qu'il y a des urgences aussi à gérer au quotidien de votre côté. Et aussi, puisque tout à l'heure on a parlé de sanitaire, donc une pandémie qui s'achève, enfin, qui ne s'achève pas vraiment de la Covid-19, il y a un autre virus qui fait parler de lui, le monkeypox. Y a-t-il une surveillance particulière prévue pour cela? Bon, pour le monkeypox ou bien la variole du singe,
D'après la dernière circulaire du ministère de la Santé qui date du 26 mai, il est demandé aux contrôles sanitaires, aux officiers de contrôle sanitaire opérant au niveau des postes frontaliers d'augmenter la vigilance et la veille pour détecter tout cas suspect pour l'instant. Ceci étant, s'il y a des directives par la suite émanant du ministère de la Santé, bien sûr, ils seront appliqués au niveau des aéroports. Et les aéroports, pour les mesures sanitaires, est-ce qu'elles sont maintenues? Bien sûr, ils sont maintenus. Quand on dit mesures sanitaires, c'est distanciation... Donc, à titre d'exemple, on va citer l'exemple de Rabat. Bien sûr. Le dispositif anti-Covid à Rabat. Donc, à l'entrée du terminal, il y a des tapis désinfectants. Au niveau de l'aéroport, il y a dans tous les recoins des porte-gel hydroalcooliques. Il y a un marquage au sol pour assurer une séparation physique des passagers lors des points de contrôle. Il y a des affiches, des messages sonores pour rappeler les mesures sanitaires aux passagers. Il y a au niveau des comptoirs d'enregistrement et tous les comptoirs de l'aéroport, il y a des séparations transparentes pour protéger le collaborateur et le passager. Au niveau de la zone arrivée, il y a des caméras thermiques très sophistiquées, capables de traiter 15 passagers à la fois et détecter tout cas suspect. Très bien. Bien sûr, ces mesures-là, d'ailleurs, ce sont des scientifiques sur ce même plateau qui me l'ont confirmé, ces dispositifs marchent aussi pour se prévenir, pour se protéger de la variole du singe, c'est-à-dire la distanciation, le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique et bien sûr toutes ces mesures qui étaient appliquées finalement à la Covid-19. Je vais vous poser la même question, Kamal Khmas, pour finir. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial par rapport à ce nouveau virus et aussi comment vous commencez cette opération Marhaba au niveau de Tangemet? Au niveau du port de Tangemet, le dispositif anti-Covid est toujours en place au niveau du port, notamment la présence de plusieurs caméras thermiques au niveau de la gare maritime, aussi l'affichage, la communication avec les passagers. Donc, bien évidemment, nous allons procéder à gérer cette campagne en tenant compte que la pandémie est toujours présente et nous devons faire le nécessaire afin de protéger nos compatriotes au niveau du port de Tangemet. Très bien. Merci beaucoup, Kamal Khmas, directeur du port Tangemet, passagers et rouliers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Au revoir. Merci à vous également, Mohamed Ben Haddouj, directeur de l'aéroport de Rabat Salé, donc vous représentiez l'Office national des aéroports. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous, madame. Merci à vous pour votre fidélité et très bonne soirée.